m'appelle Julien Morissette. Vous écoutez le Cabaret des variétés littéraires, une balado-diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Dans cet épisode, l'autrice Kim Thuy nous lit 2 extraits de son roman « M », publié aux éditions Libre Expression. La lecture et l'entretien ont été enregistrés lors du 42e Salon du livre de l'Outaouais en février 2021. Opération Baby Lift. 1 mois avant que les chars d'assaut de l'armée communiste du Vietnam du Nord ne roulent dans les rues de Saigon en arborant un nouveau drapeau, 1 mois avant le décollage du dernier hélicoptère du toit de l'ambassade américaine, 1 mois avant la victoire des uns et la défaite des autres, le président Gerald Ford débloque 2 millions de dollars pour sortir du Vietnam les orphelins nés de soldats américains. C'est l'opération Baby Lift. Le premier avion affrété est un C-5 Cargo, un appareil qui sert habituellement au transport de jeeps, d'obus, de mitrailleuses et de cercueils. En soute et sur le pont, il accueille des bébés couchés à même le plancher ou dans des cartons bien attachés pour un court vol jusqu'à Guam, le temps d'une escale, avant sa destination finale aux États-Unis. Les premiers arrivés sont installés sur des bancs, parfois 2 par 2, et d'autres sous les sièges. Les photos montrent des bénévoles et des soldats en train de sécuriser les bébés avec les moyens du bord. Elles confirment que la guerre enfante aussi des vies innocentes. Certes, quelques-uns parmi les plus âgés, assis contre les parois, pleurent devant l'inconnu. Mais les autres orphelins ont le regard fixé sur le travail à la chaîne des adultes qui transfèrent les bébés d'une main à l'autre pendant que les très jeunes dorment à poing fermé dans le ventre blindé de la machine de guerre. Naomi est descendue de l'avion après y avoir embarqué ses orphelins. Elle se trouve encore sur le tarmac quand l'appareil explose en plein envol. Beaucoup ont longtemps cru qu'il avait été touché par un tir ennemi. Pourtant, la cause était une simple brèche, un défaut mécanique qui a arraché une porte et la queue de l'appareil. D'un coup, les rêves de 78 enfants et de 46 militaires sont partis en fumée. Au tout dernier moment, le pilote a réussi à poser l'avion en feu sur le dos dans une rizière. Parmi les 314 passagers, 176 ont survécu. Un des militaires secouristes a récupéré dans cette terre boueuse un corps qu'il croyait vivant, car il ne voyait aucune blessure ni égratignure. 40 ans plus tard, il se souvient encore de l'instant exact où il a soulevé. Ses yeux voyaient un bébé endormi à la peau intacte, mais ses doigts avaient la sensation de tenir un sac de billes. Cette contradiction a provoqué une déflagration dans sa tête et a fait éclater son cœur en 1000 miettes, comme les os du bébé. Le lendemain, sur le même tarmac, Naomi est remontée à bord d'un nouvel appareil avec d'autres orphelins et les 176 survivants du crash. Quant aux orphelins brûlés ou asphyxiés par la dépressurisation, leurs cendres sont enterrées en Thaïlande. Leur existence s'est terminée dans un pays inconnu et étranger, à l'image de l'expression qui leur avait été attribuée de leur vivant, bouille d'œil, poussière de vie. Vernis à ongles. L'humain est de la catégorie des animaux qui ne possèdent qu'une couleur sur 95% de leur corps.
Ils ne peuvent pas étaler de plumes, ni balayer le sol avec leur queue, ni gonfler un sac gulaire pour séduire ou pour dissuader. Alors ils s'habillent, se maquillent et se colorent les ongles. Des guerriers de Babylone qui noircissaient leurs ongles jusqu'à Cléopâtre qui trempait le bout de ses doigts dans du henné rouge, en passant par la famille impériale chinoise qui préférait la brillance de l'or et de l'argent. Les princes se distinguaient du reste de leurs sujets en interdisant à ceux-ci l'utilisation de leurs couleurs sacrées. Il a fallu attendre l'invention de la voiture pour que se démocratise la décoration des ongles. Au début du XXe siècle, le lustré de la peinture automobile et du vernis à ongles a séduit les bourgeois et encouragé la classe moyenne à aspirer à la richesse. Depuis, les flacons de lac garnissent les rayons des grands magasins, les étagères des salons de manucure, les trousses de toilette des femmes. Si cette industrie ne cible que la moitié de la population, elle génère tous les ans une dizaine de milliards de dollars. Dans les laboratoires, les chimistes passent leur week-end à se battre contre la fragilité des matières et contre les ongles qui poussent et repoussent sans cesse, recouverts ou non d'un morceau d'acrylique, décoré ou pas. Les scientifiques ne peuvent rien contre cette réalité. La nature poursuit son chemin et se révèle transparente, neutre, sans intention. Dans les salons, les manucures proposent la forme en amande pour remplacer le carré de l'ongle naturel et vantent le brillant par-dessus le mât pour permettre aux clientes de revenir dans l'arène de leur vie en taisant leur peine du moment. Le vernis pailleté brille pour celles qui ne voient pas le bout du tunnel. Le turquoise plaît à celles qui sont dans le vacarme. Les ongles pointus sont choisis par celles qui ont été griffées. Sur leur chaîne YouTube, les adeptes créent de nouvelles tendances à l'aide d'images qui font miroiter le paradis virtuel ou la jeunesse ubuesque. Beaucoup expliquent et montrent comment limer, nettoyer, découper, coller, tailler, vernir. Étape par étape, seule pendant de longues minutes devant la caméra, elle s'adresse à un public tout aussi seul de l'autre côté de l'écran. En un peu plus d'un siècle, la palette des couleurs s'est enrichie de centaines de nuances. Le nom de chacune annonce une singularité propre à renforcer la couleur de celle qui la porte. Butterfly Kisses pour le rose barbe à papa ou fille à papa. Prêt à surfer pour le bleu océan des eaux libres. Mad Women pour le framboise velours sans détour. Sunday Fun Day pour le corail innocent, crème brûlée pour le beige immobile, Lincoln Park After Dark pour le gris des nuits blanches, Funny Bunny pour le blanc des ingénus usurpés, rouge en diable pour le sang meurtrier oxydé. Louis a inventé le verre rizière, le verre goyave, le verre bouteille pour décliner la couleur des yeux d'Emma Hom. Kim, on peut lire dans le livre que M, ça signifie petit frère, petite sœur ou encore bien-aimé. En quoi est-ce que le livre nous présente avant tout une histoire d'amour? C'était l'intention de départ. Ouais. C'est vrai que j'ai peut-être pas réussi à écrire l'histoire d'amour que j'avais en tête. Au contraire, je trouve que c'est traversé de cet amour-là, non? Peut-être que j'ai mal compris. Oui. Non, je pense que tu as bien compris dans le sens où, au départ, je voulais tout simplement écrire une simple histoire d'amour entre deux enfants orphelins, en fait. Mais c'est devenu une grande histoire d'amour entre humains, une histoire d'amour entre ceux qui devaient être ennemis, mais qui se retrouvent un en face de l'autre, et aussi entre deux peuples, entre des ennemis. Donc, oui, c'est le mot amour dans le sens large, finalement. Je n'ai pas réussi à écrire l'histoire d'amour peut-être plus individuelle ou sinon passionnelle.
Je voulais être sexy, là, c'est ça l'affaire. Je voulais être sexy, puis finalement, j'ai pas réussi. Mais moi, je trouve ça beau que ce soit sous forme de récits et des récits qui s'enfilent les uns à la suite des autres en passant d'un personnage à l'autre. Qu'est-ce que cela t'a permis dans la forme et dans cette façon-là de présenter cette grande histoire d'amour, finalement, ce chemin que tu as emprunté? Tu sais, je vois toujours du petit au grand, je crois. En fait, en voulant raconter le petit, l'histoire est devenue grande dans le sens où je voulais juste parler de ces deux enfants-là. Mais là, d'où venaient ces deux enfants-là? Pourquoi ils étaient sur ce trottoir-là? Et c'est en se posant des questions comme ça que je suis arrivée à la grande histoire. Mais vraiment, et là, en faisant de la recherche sur la petite fille, justement, dans la boîte, je pensais, j'ai su qu'elle avait été adoptée. Et puis là, après ça, j'ai su qu'elle est devenue une haut gradée dans l'armée américaine et j'ai su qu'il y a eu une retrouvaille avec le photographe de la photo. Tu vois, donc on y va de plus en plus comme ça. Puis là, j'ai su, après ça, par une autre voie complètement, une rencontre avec la fille de Naomi Bronstein dans l'histoire, qui m'a raconté que sa maman a quitté Montréal alors qu'elle venait d'accoucher, sa petite fille de 5 jours, pour aller sauver les orphelins vietnamiens américains, pour les mettre dans l'avion. Et donc, là, je me dis, là, ces deux histoires-là fonctionneraient. C'est-à-dire que la petite, elle est partie aux États-Unis à travers le Baby Lift, l'opération Baby Lift. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai aucune idée. Ça, ce bout de l'histoire, j'ai pas pu vérifier. Mais même si j'avais vérifié, je pense que j'aurais combiné les deux ensemble pour parler de deux événements du Vietnam, en fait. Et l'opération Baby Lift, au départ, je pensais que c'était une belle opération humanitaire et tout ça. Et c'est en faisant de la recherche sur l'opération Baby Lift que j'ai découvert qu'il s'agissait d'une opération de relations publiques. Mais tu vois, c'était une chose après l'autre. Je ne pensais jamais être capable de pouvoir parler de la grande histoire. Je voulais juste une petite histoire, mais c'était impossible de parler d'une petite histoire sans parler de la grande histoire. Et comme tu le sais, tu sais, une société est faite d'individus, de citoyens. Et puis, notre monde est fait de petits pays ensemble. Donc, en fait, tout est fait à partir des petits. Ben non, mais puis ce que tu dis, je trouve ça fascinant parce que on en apprend beaucoup sur cette guerre, sur l'histoire du Vietnam, là, que la guerre américaine du point de vue des Vietnamiens et la guerre du Vietnam selon le point de vue des gens d'ici, mais je trouve ça magnifique, la façon que c'est fait, parce que ça touche à la fois le cœur et le cerveau, disons, dans les aspects à la fois plus amoureux que tu nommais et aussi les données historiques qu'on apprend. On en apprend davantage sur l'histoire du Vietnam, sur cette guerre-là. Comment est-ce que le processus de recherche influence ton écriture? Comment tu passes d'un à l'autre comme ça? Est-ce que c'est courant pour toi de te nourrir à ce point-là de données ou mettons, de filons historiques? Ah, tu sais, je crois que je n'invente rien dans le sens où j'ai pas d'imagination. Tout ce que je fais, c'est essayer de décrire peut-être le 0,01% de la réalité. C'est tout. Je ne réussis pas à écrire toute la réalité, donc on a l'impression que c'est une fiction parce que je décris seulement une partie de la réalité. Et je te donne un exemple. Tu sais, pendant la recherche de l'opération Baby Lift, j'ai écouté plein de témoignages des enfants qui ont survécu, qui sont aujourd'hui un peu partout dans le monde, là, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en France et tout ça. Et il y a une des filles, une des femmes aujourd'hui, qui a parlé et elle est vraiment très, très, on peut à peine voir qu'elle a de l'asiatique, physiquement. Et donc, j'ai commencé à écouter son histoire qui était très belle et très triste en même temps. Et je me dis, comment ça se fait qu'elle était aussi métissée, en fait. Donc, dans ma tête à moi, je me dis, peut-être qu'elle a été métissée 2 fois.
Et c'est pour ça que l'histoire de Emma Jade, de M. Hong, est devenue cette fille métissée 2 fois. Et comment est-ce qu'elle peut être métissée 2 fois? Bon, ben, il faut remonter il fallait remonter à une autre génération, soit la génération des grands-parents. Et dans ce cas-là, ben, on tombe dans la colonisation française. Et là, ben, il fallait que je me dise, mais mon Dieu, OK, qu'est-ce qu'il faisait là, le monsieur français au Vietnam? Il fallait que je lui donne un travail ou une raison d'être au Vietnam. Puis là, ben, il fallait parler de la plantation des caoutchoucs parce qu'il y avait beaucoup de Français qui travaillaient dans ce domaine-là. C'est sûr que ça pouvait être les plantations de café ou un haut fonctionnaire ou un professeur, c'est sûr. Mais les plantations de caoutchouc, on en entend parler très peu. Oui, c'est vrai. Tu sais, on utilise beaucoup de plastique aujourd'hui, mais c'est surtout du plastique synthétique. On entend très... Ben, je sais pas, pour moi, le mot latex c'est drôle, hein, j'allais te dire, c'est plutôt les costumes que les personnes qui pratiquent le SNM en portent. Tu sais, en tout cas, je colle le mot latex avec ces costumes-là. Peut-être que c'est pas bon, là, ce que je dis là, mais... Non, c'est vrai. Et là, je suis allée lire sur l'invention du caoutchouc, en fait, du plastique. Comment ça se fait, tu sais, que quelqu'un a découvert le latex. Ouais. Et c'est là où je suis tombée sur l'histoire des préservatifs, des condoms. Uh-huh. Et puis, c'est vrai que les condoms doivent être faits à partir du latex naturel. Ben oui. Et là, l'histoire de la Première Guerre, tu sais, comment on avait besoin de protéger les soldats contre les maladies transmises sexuellement. Ouais. Mais jamais on penserait à ça. Puis de dire que le gouvernement allemand a donné la priorité au condom, et puis il préférait rouler sur les jantes au lieu d'avoir une chambre à air parce qu'il n'avait pas de latex pour faire des pneus. Non, mais l'histoire est impossible à inventer. Ouais. Il faut juste... Ben c'est ça, je fais juste suivre la réalité et après ça, imaginer une façon pour les intégrer, tu vois, dans l'histoire. Mais c'est mon seul désir, en fait, de partager avec le lecteur et les lecteurs et les lectrices les histoires fabuleuses nous, de l'humain, de notre existence sur Terre. Et qu'on suive ton étonnement, ta curiosité, c'est quelque chose qui se transmet à travers les mots. Puis ça me fait penser aussi à tout ce qui est dit, tout ce qu'on apprend sur le vernis à ongles et cette industrie-là dans M, industrie à laquelle on faisait référence dans la lecture du deuxième extrait. Non, mais tu sais, l'histoire du vernis à ongles, j'en ai parlé vraiment tout simplement pour illustrer une chose. C'est de dire parfois le geste, un tout petit geste de rien du tout, peut créer, en tout cas, comment dire, qu'un tout petit geste peut aider tellement de personnes. Tu sais, on croit que quand on veut aider, il faut faire des grands gestes, il faut, en tout cas, signer des gros chèques, mais en fait, non. Des fois, juste un petit geste peut provoquer un grand changement dans la vie des gens. Mais c'était vraiment... je dois t'avouer que j'étais tellement fâchée contre moi après la lecture. Non. J'étais vraiment fâchée contre moi pendant l'écriture. Ouais? Comment ça? Parce que j'étais fâchée d'avoir été paresseuse. Ah ouais? D'avoir accepté les messages qu'on nous envoyait pour du cash, tu sais, de ne pas avoir cherché plus loin. Ah, tu parles comme de douter un peu ou de... Oui. Tu sais, tu vois, ne serait-ce que juste l'opération Baby Lift, tu sais, de dire, mon Dieu, j'ai cru ce message-là pendant 50 ans. Ouais. Il m'a fallu 50 ans pour remettre en question ce qui était dit, ce qui était annoncé, ce qui nous avait été vendu, en fait, comme idée, comme image. Et donc, j'ai été, fâchée beaucoup pendant tout le long. Et aussi, tu sais, j'avais pas accès, si tu veux, à la voix des soldats du Nord. Donc, on n'entendait que le côté du Sud ou le côté des Américains. Et grâce à la technologie aujourd'hui, là, on est capable d'aller enregistrer ces témoignages-là en vietnamien. Et ces personnes-là ont aujourd'hui 80-90 ans. Ils n'ont plus peur, si tu veux, de la censure et tout ça. Et donc, ils nous parlent. Et là,
t'entends de l'intérieur, de l'autre côté. Et ça nous donne, ça me permet d'avoir une vue plus globale de l'histoire, tu vois. Et là, tu réalises que t'as rien compris. Et donc, oui, j'étais tellement fâchée contre moi, vraiment, pendant la recherche. Ah, Mais en même temps, c'est peut-être ça. Il fallait peut-être... je sais pas. Est-ce qu'il fallait se fâcher contre soi pour avancer? Peut-être un tout petit peu. Mais, étrangement, hein, c'est le Black Lives Matter qui m'a poussé à aller plus loin. Ah ouais? Ouais. Dans la remise en question, dans la recherche dans de la réponse? Remise. Exactement. C'est que ce que je pensais connaître était complètement faux. Tu vois, de voir qu'on a, en fait, le documentaire de 13, qu'on a, en fait, masqué dans un texte de loi la discrimination. Tu sais, qu'on continue qu'on a trouvé le moyen de faire perdurer la maltraitance ou sinon la domination dans un texte de loi. Et ça m'a fait de la peine de ne pas l'avoir vu avant ce documentaire-là. Et tout a basculé à partir de là, je te dirais. Wow! Ouais. Et donc, c'est grâce à ce qui s'est passé cet été. Non, l'été dernier. Pas cet été, mais l'été dernier. Que j'ai pu aller plus en profondeur dans l'histoire du Vietnam. Non, mais c'est fou à quel point c'est ça, ces mouvements-là créent des vagues et ont tellement ébranlé de choses. Au-delà de Black Lives Matter, au-delà des métropoles américaines ou même, je pense que c'est des réflexions, ça suscite des réflexions bien au-delà Tout à fait. Ouais. C'est un miroir, en fait, hein? C'est quelqu'un qui... c'est un mouvement qui nous a permis de se voir, nous, de remettre en question nos connaissances ou nos croyances, en fait, ce qu'on croit connaître et ce qu'on a... l'invisible est devenu visible. Et puis, c'est ça déterre des choses par rapport à des enjeux coloniaux, là, vieux, qu'on croyait vieux et enterrés, mais c'est une grande période de transformation sociale en ce moment. Oui, et tu vois, et à partir de là, c'est pour ça que j'ai parlé des coulis, des ouvriers. Parce que c'était juste une nouvelle forme. On a juste nommé la chose différemment. Au lieu d'être esclave, c'est devenu coulis. Mais c'était le même principe, c'était les mêmes pratiques. C'est fou, hein? Et bref, ça m'a fait... ça a secoué beaucoup de choses. Ça m'a rempli les poumons là, de larmes, beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, je crois que ça m'a fait grandir en tant que citoyenne, en tant que personne. Et donc, j'accepte ces larmes. Wow! Oui, donc ce livre-là, pour moi, a été est important dans ma vie, à moi, comme personne. Parce que ça m'a changé, en fait. Ça m'a permis de grandir énormément. Il y a des moments comme ça, hein? Ça a pris... Écoute, il y en a qui mûrissent plus vite que d'autres. Moi, c'est à 52 ans. Qu'est-ce que tu veux? Ben non, mais... Puis je te souhaite que ça continue aussi, qu'il y ait d'autres moments comme ça, même si ça peut être éprouvant. D'un côté, ça donne des œuvres qu'on est très heureux de se mettre vraiment à lire, mais si pour toi, c'est une croissance, une évolution constante. Oui. Puis, tu sais, je suis toujours très contente quand je relis certains de mes livres ou des bouts, là, des passages, puis avec lesquels je ne suis plus d'accord. Tu sais, comme dans Rue, là, je suis plus d'accord du tout avec la phrase où je disais que les gens sont remplaçables. Tu sais, une personne ou les émotions aussi sont remplaçables. Mais en fait, non. Aujourd'hui, je suis complètement en désaccord. Chaque personne est tellement unique, est irremplaçable. Pour moi,
pour ma personne à moi. Chaque rencontre est tellement précieuse et incomparable. Et je me dis, non, mais mon Dieu, comment ça, j'étais nulle comme ça à 40 ans. Mais en même temps, je me dis, je continue à évoluer. Donc, c'est une bonne affaire que je sois en désaccord avec moi-même, tu sais. Ben oui, t'imagines comment ce serait plate si c'était la même auteure, autrice à qui on avait accès il y a 15 ans et maintenant. Tu sais, je pense que c'est bien dans une même œuvre d'évoluer comme ça. Mais oui. Donc, oui, je suis souvent en désaccord avec moi, finalement. Vous pouvez écouter d'autres épisodes du Cabaret des variétés littéraires sur le site web du Salon du livre de l'Outaouais, sur transistor.media ou toute autre application de balado-diffusion. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne lecture.